Salut les Climboïdes! Dans cette vidéo, je te partage la première partie de notre interview avec Guillaume Levernier. Guillaume Levernier, il a fait de la recherche sur la performance en escalade, principalement sur le développement de la force et du RFD au niveau des doigts, mais également au niveau de la puissance du membre supérieur. Dans cette première partie de l'interview, on va vraiment focuser, on va parler entraînement et recherche. Dans une seconde vidéo, on vous partagera la seconde partie de cette interview dans laquelle on parle essentiellement de son rôle au sein du club l'ES Massy, mais également de sa passion et son amour pour la notion de club elle-même. Si tu aimes ce genre de format, pense à nous supporter. Pour nous supporter, c'est très simple. Laisse un commentaire en dessous de la vidéo, mets un petit like et surtout abonne-toi à la chaîne. J'arrête de parler, je vous laisse sur cette interview passionnante. Bonne écoute. Comment tu vas, Guillaume? Franchement, ça va bien. Hein. Ouais, il fait beau. on est bien là, franchement. Beau, grand soleil. C'est bien. Ouais, franchement. On l'a attendu ce soleil. Ouais, on l'a attendu tout l'hiver et il est là et ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir, ouais, c'est clair. Ouais. T'es un grimpeur, t'as grimpé très fort. Je crois que ta cote max c'est quoi, 8B+? 8B. 8B? Pour moi, mécanique élémentaire, c'est pas 8D+, c'est 8D bloc. Je suis très dur sur les cotes. Il est honnête. Alors, je suis honnête et je suis très dur sur les cotes. C'est vrai que je suis pas pote avec Camille Couder pour rien. On va le dire. On a beaucoup réfléchi aux cotations ensemble. On y réfléchit encore beaucoup ensemble parce que c'est un super ami. Et ouais, je pense que c'est 8B bloc mécanique. L'apparemment du bas, c'est 8B. Petit 8B, assez soft, mais ça reste 8B. Ouais. C'est pas décotable pour moi. Bah, 8B bloc pour moi, ça me semble des grosses cotations quand même, sincèrement. Comment tu as commencé l'escalade? Et bah tu vois, j'ai commencé très tard l'escalade, j'ai commencé à 18 ans, même 17 ans, pour avoir mon bac. Je détestais le lycée, j'étais très mauvais à l'époque. Ah ouais, et t'as fait option escalade? Ouais, j'ai fait option escalade à l'époque avec Pascal Denis. D'accord. Et après, je me suis mis à la S et après je suis rentré en club à Limours, où mes parents habitent. Ouais, je me souviens, on faisait des compètes à Limours à une époque. C'était quoi? C'était la soirée des filles blocs ou la nuit du bloc? Ouais, ils n'avaient pas des pans inclinables et tout là? Exactement. Ça, excellent. Et du coup, j'ai commencé l'escalade à cet âge-là pour avoir mon bac. D'accord. À l'époque, bon, c'était assez rigolo, c'est que je faisais du handball avant. Et pour un bac, j'avais le choix soit escalade, soit handball. Du coup, je suis allé au hand et ça m'a pas plu. L'ambiance me plaisait pas. Du coup, je me suis mis à escalade vraiment par hasard. Excellent. Et j'ai adoré. J'ai redoublé mon bac. Ouais. Sans même aller au rattrapage. Je le précise, j'ai eu 7 de moyenne. Et terrible histoire parce qu'en fait, quand t'as pas ton bac, sans même aller au rattrapage, tu n'es sur aucune liste. Et moi, je ne savais pas. Du coup, j'ai cherché mon nom, je m'en souviens. J'étais là, et il me disait, mais va, tu devrais aller demander ton levé de notes. Je disais, mais je suis nulle part. Du coup, terrible histoire. Et tu vois, comme quoi faire des escalades n'a pas suffi pour avoir mon bac. Ouais. Et du coup, là, après, je finis par avoir mon bac et je décide d'aller en STAPS à Orsay, faille de sport. Et là, ça a été incroyable. Ma vie, elle a pris un virage à 180. C'était incroyable. Ouais, j'adorais l'escalade, mais surtout, j'ai appris à pouvoir réfléchir sur l'activité. C'était pas juste un sport où tu pratiques, tu peux réfléchir, tu peux questionner cette activité sur plein de plans, biomécaniques, sociologiques, psychologiques. Et c'était hyper bien. Et rapidement, je suis rentré un peu dans la performance en escalade, pour moi en fait, parce que j'aime bien la performance. Parce que tu voulais parfaire toi. Exactement, exactement. Et aussi pour ce côté un peu curiosité de comprendre l'activité et d'aller un peu au bout des choses. Exactement, ouais, c'est vraiment un truc, je suis très curieux de plein de choses dans ma vie. Et pareil, c'est venu sur le tas, je suis pas quelqu'un de curieux de façon innée. Ouais. Mais plus ça va et plus justement je me rends compte que la vie elle est très large, il y a plein de choses. Il y a plein de champs différents à explorer et puis du coup, plus je vieillis, parce que maintenant je vais plus grandir, plus je me rends compte qu'il y a plein de trucs à développer et là j'essaie plein d'activités l'escalade reste mon activité première. Mais ouais, je m'ouvre à plein de choses et je pense que c'est une très bonne chose. Ah, c'est chouette, c'est super. Ouais. T'as entraîné pas mal de grands noms de l'escalade. Parce qu'il y a beaucoup de champions que vous connaissez sûrement. T'as quelques noms à nous citer comme ça, de champions que t'as coachés Oui, carrément. Tu vois, j'ai bossé avec plus d'hommes que de femmes. Ouais. Et d'ailleurs pas que je préfère, c'est juste qu'il y a peut-être ma personnalité colle plus avec des hommes qu'avec des femmes, je sais pas pourquoi. Mais j'ai bossé pas mal avec Solène Piré à l'époque, quand elle a fait ses premiers 7B en forêt de Fontainebleau. Ça c'était une expérience de dingue de travailler avec elle, c'est quelqu'un qui
qui est hyper rigolote. On a passé des très très bons moments ensemble. A bossé pas mal avec Mélissa Lenevé. À l'époque, elle est venue me voir, elle avait fini sa carrière de sportive de haut niveau, elle n'avait pas de coach. Et elle sortait d'une poulie partielle au doigt. Elle ne pouvait plus arquer une prise sans mettre plein de straps à tous ses doigts. D'accord. Et elle m'a dit, moi mon objectif c'est dans 3 ans, faire action directe. Voilà, c'est mon projet de vie, j'aimerais bien faire ça. Il nous a fallu un peu moins de 2 ans, il nous a fallu un peu plus d'1 an et demi pour qu'elle se remette déjà en condition physique, pour qu'elle retourne dans la voie, qu'elle se réapproprie la voie, qu'elle travaille. C'est quand même un projet pour 6 ans pour elle. Hein, Ouais, d'accord. Ouais. Et ça a été une super expérience également. J'ai bossé avec Camille Couder. L'ami Camille. Ouais. Le copain Camille pour qu'il fasse du coup Bégaland assis, ça a été un super projet. Du coup ça c'était plutôt pour les grimpeurs outdoor, quoique ce soit c'était un double projet compétition outdoor. Mais j'ai aussi pas mal bossé avec pas mal de grimpeurs pour la compétition, j'aime bien la compète. J'aime bien en fait l'essence de la compétition qui est, on s'en fiche que tu es fort hier, on s'en fiche que tu seras fort demain. Tu as une voie ou tu as un bloc, ou tu as une série de blocs. Et tu dois être là ce jour-là. Exactement. Il faut être à fond. Voilà, à fond. Il faut être à fond et être capable, on te pose un problème, que ce soit, je sais pas, une corde ou une dalle, un bloc physique, un bloc électrique. Il faut apporter ta réponse. Exactement. Ouais. Voilà, maintenant, tout de suite, Exactement. sous pression, etc. etc. Et du coup, dans ce cas-là, j'ai pas mal bossé avec Adrien Lemaire à l'époque, qui d'ailleurs qui a été. Qui était on a arrêté de travailler. Champion de France. Champion de France, ouais. Je savais comment j'étais content. Ah bah tu m'étonnes. Ah la merde, j'étais là. C'était incroyable, vraiment expérience de dingue. Et maintenant, on ne travaille plus ensemble pour plein de raisons différentes. Il y a un nouveau coach, Nico Januel, et ça se passe super bien. Et je suis très content pour lui. Vraiment, je l'ai eu, mais mais j'ai eu la larme. Vraiment, c'était une expérience de dingue. Bah, j'ai hâte de le voir cette année sur les Coupes du Monde. Tu vas voir ce qu'il va faire. Je pense que ça va être un beau parcours, je pense. Ouais, ça va vraiment être. J'ai très hâte. Pas mal bossé avec Arthur Lebris, on travaille toujours ensemble. Et où il a flashé 8 B-Block, il a fait Big Island, il a gagné une Coupe d'Europe, il est rentré en équipe nationale. Tout que c'est un jeune qui est sorti un peu nulle part. C'était pas un grimpeur hyper talentueux de base, un gros besogneux. J'ai pas mal bossé également avec Sam pour la préparation des JO, notamment en diff. On a beaucoup collaboré ensemble via le club de Massy. Ouais. Ça a été une expérience folle aussi. On en parlera, mais j'ai vraiment l'impression, moi je connais pas bien le club de Massy, sincèrement, mais j'ai vraiment l'impression que au-delà d'être un club d'escalade, c'est un vrai soutien pour les athlètes, avec beaucoup d'encadrement, pas forcément que des coachs, j'ai l'impression. On en parlera un peu plus tard. On en parlera plus tard, mais il y a pas mal de choses à voir. Et après, voilà, il y a plein d'autres grimpeurs. Là, je bosse avec Jordi Paulès, un petit jeune en diff qui va être très fort. Et Victor Guillermin, là, qui a gagné sélectif équipe de France de diff, là, et qui est excellent. Et c'est marrant parce que il y a 2 ans, sur ce sélectif équipe de France à Valence, à la même époque, il avait fait dernier. Ah, ouf, la progression. Il avait fait dernier. Et je me souviens à cette époque-là, voilà, on est déjà en train de parler, mais son père vient me voir, on en discute et il me dit, tu vois, Victor, mon fils, il cherche un pôle, il cherche un endroit pour s'entraîner. Il faut vraiment que tu montes un truc privé, Guillaume, parce que je pense que ça collerait hyper bien. Il faut un moteur, quoi. Il faut un moteur. Et il y a 1 an et demi, il vient me voir, Victor, on commence à en discuter, il cherche un entraîneur. Et là, 2 ans plus tard, il le gagne. Et il le gagne. Pas en grattant, il le gagne avec la manière. Bien, et ça c'est cool. Et ça c'est cool. Moi, même pour lui, il était content parce que te dire voilà, je suis le meilleur. Sur cet événement-là, j'ai été le plus performant. Ouais. Quand tu bosses avec des athlètes comme ça, que tu souhaites accompagner pour faire des croix en forêt, tu as cité Solène, tu as cité Camille, c'est les noms qui me viennent en tête parce que c'est des amis. Solène, quand tu parlais du 7B, c'était pour Onde de choc, non? Ouais. Un truc comme ça. Onde de choc, elle a fait également à Marion Desroches, Pierrot. Ouais. Qui est un gros dévers, traversé un peu droite-gauche. Voilà. Et j'ai une histoire sur ça, un peu connu. Quand même Camille pour le saut d'un seul, là, tu décortiques le bloc, tu analyses pour identifier quelles sont les qualités à développer pour ce bloc, ou est-ce que tu vas penser plus avec une casquette de coach un peu plus classique en c'est tel niveau, je sais que scientifiquement il y a besoin de tel niveau de force, fermeture de bras, doigts et compagnie, et je vais axer là-dessus. Comment tu travailles sur ces projets? Eh ben, je dirais qu'il y a la double casquette. À la fois tu l'attaques d'un point de vue très techniciste. Je connais très bien Lucien Martinez, on aime bien en discuter justement. Franchement, on a beaucoup de points en commun. Et effectivement, pour soudain seul, il y a tant de moves, il y a tant de temps d'effort, etc. Il faut être fort en genoux, il faut être fort en force de compression, en souplesse, il faut être capable de développer notamment dans les talons, dans les contrepointes, une force importante à une amplitude bien écartelée. Voilà, une amplitude importante. Du coup, on va pas parler effectivement de souplesse, on va parler d'autres termes. Et après, effectivement,
maintenant, j'ai également la casquette d'un coach plus classique. Je sais que les sportifs de haut niveau, il faut, on va dire, tu as un impondérable en force de doigt, ce qu'il faut, etc. Ouais. etc. Comment tu as fait pour devenir entraîneur? C'est quoi ce parcours? Tu nous en parlais un petit peu avec le parcours STAPS. Donc en gros, c'est le fait de faire les études en STAPS. Un STAPS, c'est des études à la fac orientées sport, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Mais en fait, en gros, pour être entraîneur, quel diplôme il faut? Je me dis que ça peut intéresser des jeunes qui se posent la question ou des gens qui veulent se reconvertir ou autre, hein, sait-on jamais. Voilà, comment on fait pour devenir entraîneur? Alors, pour devenir entraîneur en escalade, il y a 2 façons de le devenir. Il va y avoir passer ton diplôme d'état, ton DEGEPS, perfectionnement sportif. D'ailleurs, je suis formateur sur les DE cette année-là en entraînement en bloc. D'accord. Qui te permet d'avoir une carte professionnelle qui permet donc de travailler contre rémunération. Ouais, c'est ce qu'on appelait avant le brevet d'état, c'est ça? Exactement, c'était anciennement BE et maintenant c'est le diplôme d'état. Et tu peux également passer par une licence TAPS. Une licence TAPS, moi ce que je conseille du coup c'est sur une licence TAPS entraînement sportif et d'avoir la spécialité, parce que dans chaque TAPS tu as une spécialité escalade. Du coup tu as un prof d'escalade qui te donne des cours d'escalade et qui t'apprend à réfléchir à l'activité de l'escalade via la biomécanique, etc., etc. Parce que c'est quand même un sport qui est très techniciste, qui est très énergétique. On est une activité de force, hein, qu'on soit clair. Les gens qui disent ouais l'escalade c'est un sporté. À un moment, après il faut la serrer. On est clair. Et c'est d'autant plus complexe d'un point de vue énergétique. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps Kevin Arc et Herbedi Domenico qui vont sortir leur 2e bouquin là, sur l'entraînement, et on parlait de ce côté intermittent un peu du processus énergétique en escalade où tu n'as pas forcément une voie ou un bloc hyper rési où ça va être homogène en termes de filière, etc. Mais tu as certains passages où des fois tu as des crux, tu as des positions de moindre effort, donc des endroits où tu peux te refaire, etc. Donc des fois plusieurs filières énergétiques dans un même passage. Donc oui, je trouve qu'il y a une complexité dans l'activité escalade que c'est pas que tu l'auras pas forcément, mais c'est très différent de faire perfer quelqu'un sur du 400 mètres ou du 800 mètres. Hyper différent. C'est hyper différent. On pourrait peut-être faire, si on parlait un peu justement de travail à haute intensité, parce que c'est du travail à haute intensité, peut-être plutôt de la boxe. Alors c'est une activité de confrontation, mais effectivement c'est jamais linéaire. Avec ce côté un peu fractionné. Voilà, exactement. Moi ça me parle un peu justement. J'aime bien l'image. Et donc voilà, donc licence TAPS, pour ceux qui ne connaissent pas, ça correspond à Bac plus 3. Exactement, ouais. Donc avec un Bac plus 3, on peut être coach, entraîneur. Je crois qu'il y a maintenant le CQP aussi. Il y a le CQP, effectivement. Mais je crois qu'il y a un CQP, mais ça demande des prérequis du genre tant d'heures d'encadrement dans un club, bénévolement, sur de la voie, des trucs comme ça. Je ne connais pas tout par cœur. Et ça, c'est pour être entraîneur en étant rémunéré, donc en faisant ton travail. Il y a moyen aussi de faire ça bénévolement, et là, c'est le parcours de la Fédé, ffme.fr, il y a toutes les infos. Alors bénévolement, on va passer par le DE permet également de travailler contre rémunération, et effectivement, via l'initiateur, entraîneur 1, entraîneur 2. Tout ça. Carrément. Tu as fait un petit peu de recherche. On va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer à parler avec des gros mots. On va s'approcher d'un mot qui s'appelle le RFD, un petit acronyme pour Rate Force Development, taux de développement de la force, en gros, voilà. En résumé, tu as fait des travaux de recherche sur la performance en escalade, comment perfer en escalade, quelles sont les qualités à développer pour perfer en escalade. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience? Carrément. Donc ça, c'était dans le cadre de tes études, on est bien d'accord? C'était pour finir tes études et passer ta thèse en fait à la fin d'études. C'est un peu particulier comment ça s'est fait. Du coup, j'ai fait une L3 entraînement, une licence entraînement, comme je te disais, pour pouvoir entraîner. Puis après, j'ai voulu passer mon diplôme d'état, mais j'avais envie d'apprendre d'autres choses. Du coup, j'ai fait une 2e L3 qui était éducation et motricité second degré, parce que je me suis posé la question, comme tout STAPS, est-ce que je veux pas être prof de PS? Normal, classique. Voilà, classique. J'ai fait 1 mois en établissement et en stage, et je me suis dit que non. Comme quoi les stages, c'est hyper important. D'ailleurs, pour être bon entraîneur, il faut avoir de l'expérience, il faut être curieux, il faut aller voir comment ça fonctionne autre part, etc. Puis après, du coup, je suis parti en master de recherche, toujours à cheval avec mon diplôme d'état. Du coup, j'ai fait master et diplôme d'état en même temps. D'accord. Je travaillais beaucoup. J'ai beaucoup travaillé à une époque. Puis j'ai fini mon master. À côté de ça, j'ai entraîné en club. Je travaillais à l'USBI Escalade, c'est un petit club pas très loin de Massy. Le petit club pas loin de Massy, qui n'est pas un petit club que ça, parce qu'on a réussi à rentrer dans le top 20
français des clubs et surtout on a quand même eu des finalistes au championnat de France. Ouais. Et on avait un pan inclinable et non, 2 pans inclinables et un mur en béton. Et on a eu des finalistes en diff au championnat de France. Ça c'était. Il y a Gabriel et Agathe d'un podcast qui s'appelle Grimposphère. Si vous ne connaissez pas, écoutez tout ça parce que c'est ouf, c'est top, sincèrement. Et c'est marrant parce que. Mais les deux en parlent souvent parce qu'elles font partie du rugby, elles parlent de ludo, elles parlent de tout ça. Et c'est marrant parce que du coup Ludovic Delmotte et Agathe Clément, c'est la première génération de grimpeurs que j'ai entraîné. Excellent. C'est les premiers grimpeurs quand j'ai commencé, j'ai fait un peu mes armes d'entraîneur dessus. Et du coup après ce master là, j'avais commencé à faire un peu de recherche, à toucher parce que c'était un master de recherche. Et du coup, mon directeur de l'époque, mon directeur de recherche de l'époque m'a dit si tu veux, tu peux avoir sûrement un financement test, sur quoi tu voudrais travailler. Je sais pas, moi, continuer à travailler sur de la recherche, la performance en escalade, ça me botte quoi. Et du coup, ça me permettrait d'avoir un travail sur 3 ans, de continuer à faire mon trou à côté en tant qu'entraîneur. Par contre, j'accepte moi de peu grimper pour ma pratique, mais c'était un choix. Bien sûr. Et une période de ta vie où voilà, tu es focus là-dessus. Exactement, c'était une période de ma vie et du coup je suis parti sur effectivement un doctorat sur 3 ans où je me suis intéressé aux facteurs de la performance en biomécanique chez le sportif de haut niveau en escalade, notamment au niveau de la force des doigts et des bras et de la puissance au niveau des membres du membre supérieur. Et effectivement au niveau des doigts, on a travaillé sur la force max, cette capacité à produire une force le plus importante, la plus élevée possible. En newton ou en newton par kilo, ça dépend de ce que tu regardes. Et également le RFD qui va être les capacités à produire une force le plus vite et le plus fort, le plus fort et le plus vite. Voilà. Et tu as fait aussi puissance du membre supérieur sur traction aussi, si exactement, sur une traction non balistique. J'ai fait l'effort, j'ai lu tous tes papiers, mec. Sincèrement, je le souligne, c'est un effort. En plus c'était en anglais et tout. Enfin, ça a été même pour moi, j'ai dû me former sur pas mal de choses, j'ai dû faire du code, j'ai dû apprendre à écrire en anglais. Vraiment là, c'est une démarche scientifique, c'est une vraie démarche en fait qu'il faut apprendre. C'est pas un truc, je vais t'écrire un bout de papier comme t'écris un roman et tu l'envoies. Non, il y a des vrais codes, c'est compliqué. Ouais, non mais c'est un sacré travail. C'est hyper intéressant pour ceux qui connaissent pas, sur ton Insta, il y a les liens vers quelques-uns de tes papiers en fait sur ton compte Insta, allez voir. C'est intéressant, ne serait-ce que de voir le résumé. Ça donne quelques inputs intéressants. Moi, tu vois, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait une si grosse différence parce qu'il a calculé des moyennes de force chez le grimpeur débutant, le grimpeur avancé, le grimpeur élite. Et c'est intéressant de voir ces gaps de force en doigts qui sont quand même assez importants. De mémoire, je crois que c'était autour des 24-25 chez un grimpeur novice. 24-25 kg, c'est du 250 newtons. Un newton, c'est 9,8 kg, voilà, à peu près, en correspondance. Et après, l'avancée, je crois que ça rajoutait 15 kg à peu près, c'était autour des 44. Et l'élite, alors là, tu partais sur du 60 kg, voire plus, voire 80 kg, enfin des forces de mule, quoi. Voilà. Et ce qui était intéressant là-dessus, c'est que même à l'intérieur de ton échantillon, élite de ton groupe, élite, novice ou confirmé, ou même on appelait ça du top niveau parce que les critères d'inclusion c'était participation à des compétitions internationales pour nos élites. C'est qu'il y a une énorme différence à l'intérieur de ce groupe. Tu avais des grimpeurs qui étaient capables de performer en Coupe du Monde avec une force doigt faible. Je mets des crochets parce que ça reste pas si faible que ça. Et il y a vraiment des différences quasiment de 200 newtons, 300, 250 newtons, ce qui est énorme, énorme pour des masses similaires. Qu'on soit d'accord, qu'on soit clair. Et comme quoi la performance en escalade, d'ailleurs c'est ce que j'ai bien appris avec ce métier, avec cette thèse, c'est que attaquer l'activité uniquement d'un point de vue énergétique, on se trompe. Il y a plein d'autres facteurs et heureusement sinon plein d'autres grimpeurs arrêteraient leur carrière sportive. Bien sûr. Même si la performance en escalade, c'est une activité de force. Ça reste une activité de force, c'est clair. J'ai fait beaucoup d'entraînement sur du 3-3, des trucs comme ça, tu vois, pour vraiment essayer de développer ça. Et voilà, moi, à mon petit niveau, parce que moi, je suis plus un grimpeur de 7 en bloc, je ne suis pas du tout un grimpeur de 8 en bloc. Je reste un amateur. mais oui, j'ai vite compris aussi à ma petite échelle que travailler sur la force, c'était hyper important. Moi j'ai eu quelques coachs, tu vois, je me souviens de Thomas Ferry qui m'avait vraiment fait travailler justement sur ce côté nerveux, sur ce niveau force max en fait. Et c'était super intéressant comme expérience parce que voilà, de par cette expérience, j'ai appris des choses, tu vois. Voilà. Ce travail de recherche, tu l'as pas fait tout seul. Il y avait toute une équipe.
Je me souviens dans les papiers, hein, tu cites Rémi Samin, tu cites Nico Januel. Sur les photos, on voit le Manu suspendu, faire des tractions et tout. Là, comment ce petit crew, comment cette petite team, elle s'est montée? Et voilà, parce que toi, tu es là, je te vois, tu vois, en STAPS, tranquille à faire tes études et tout. Donc, comment d'un coup tu te retrouves avec des grands noms de l'escalade comme Rémi Samin, Nico Januel, Manu Cornu et compagnie? Au culot. Eh ben, c'est beau ça. Au culot, non, j'étais en master, on commençait à bosser sur la haute performance. Et je sais qu'à l'époque, Nico et Rémi, qui étaient entraîneurs de l'équipe de France de bloc, étaient recherchés, en tout cas, avaient besoin de données. Et du coup, je suis allé les voir. Et j'aurais proposé, bah voilà, je fais un travail de thèse là-dessus. Est-ce que ça vous botte et est-ce que vous avez besoin de... Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble quoi? Et ils étaient hyper intéressés. Ça a été hyper intéressant. C'est vraiment des... Franchement, Nico et Rémi, je les connais maintenant humainement en plus et c'est des super entraîneurs. Vraiment, ils ont plein de bonnes qualités. Vraiment. Je pense qu'ils ont compris pas mal de choses à la performance. Et du coup, j'ai pu avoir accès grâce à eux du coup, à un échantillon de grimpeurs aux meilleurs grimpeurs de France quoi. Ouais. Effectivement, dont Manu, je lui ai demandé effectivement que j'ai pris en photo pour qu'il me fasse un peu des démos de suspension à un bras sur une latte de poignet. Sur une latte de guiliche. Ouais. Le protocole, donc en fait, si on focus un peu sur le contenu de ta thèse, ça traite principalement de la force maximale doigt. Pas seulement chez l'élite, mais donc comme on a dit, élite, grimpeur avancé et puis grimpeur débutant, avec des données anthropométriques assez différentes, hein, parce que chez le grimpeur débutant, j'ai vu des ranges de poids de personnes de 80 kg voire plus, hein, donc c'était pas que des arbalètes de 60-65 kg. C'était varié, on fait le test, un échantillon français, quoi, ouais, français moyen. Voilà, ma casquette, parce que moi je suis probabiliste statisticien à la base, tu vois, donc je regarde ça, tu vois, je me dis, est-ce qu'il n'a pas à faire d'échantillons avec que des gens pareils? Non. Et non, franchement, j'ai trouvé c'était propre, c'était super propre, donc c'était très classe. Et en fait, tu as travaillé sur un protocole pour étudier donc la force max en doigt et cette notion de RFD. Ce protocole qui a été mis en place, pas que par toi, mais aussi avec la collaboration de Rémi Samin et Nico Januel, quel était-il? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, quand tu fais de la recherche et que tu veux voir si un protocole il fonctionne ou pas, il va falloir que tu crées deux groupes, un groupe expérimental et un groupe groupe test en fait. Un groupe test, voilà, et un groupe où les gens vont s'entraîner, un groupe où ils vont pas s'entraîner. Ouais, c'est ça. Mais il faut juste, ce qui est important, c'est que les deux groupes ils aient une quantité de pratiques qui soit similaire. Ouais. Par exemple, il me semble, si je ne te dis pas de bêtises, parce que ça remonte un petit peu quand même, le groupe qui s'entraînait, ils avaient 4 séances de grimpe et 2 séances de suspension par semaine. Et ceux qui ne s'entraînaient pas, ils avaient 6 séances, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais. Il me semble. D'accord, ok. Ah oui, donc ça répond à une des questions que je me suis posée. Donc voilà, en gros, ils avaient tous 6 séances par semaine, voilà, mais il y en a qui faisaient 4 séances de grimpe, 2 séances de suspension, et d'autres qui faisaient 6 séances de grimpe en fait. Exactement. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a testés sur une batterie de tests avant qu'ils s'entraînent. Ils se sont entraînés. Certains, d'autres ont fait que grimper, et on a repris justement les données après, on a regardé s'ils avaient progressé ou pas. Et ce protocole d'entraînement de doigts, alors, il consistait en quoi? Il consistait, du coup, tu avais 6 exercices. Tu avais 2 suspensions en tendu, 2 suspensions en semi-arqué. Du coup, tendu, semi-arqué. Et il fallait du coup se suspendre sur une prise, essayer de la tenir entre 4 et 6 secondes. Si c'était moins de 4 secondes, moins de 3 à 4 secondes, c'est que c'était trop dur. Et si tu tenais plus de 6 secondes, c'était trop facile. Du coup, soit tu te laissais, soit tu changeais de latte, une latte plus petite. D'accord. Le grimpeur amateur, alors le grimpeur élite, j'ai bien compris qu'il se suspendait à un bras, on est bien d'accord, hein, voilà. Le grimpeur amateur, j'imagine que lui, il ne se suspendait pas à un bras. Non, en fait, la différence, c'est que quand j'ai fait justement les grimpeurs qui s'entraînent et ceux qui ne s'entraînent pas, c'était que des élites. D'accord, ok, que des élites. Par contre, j'ai écrit un autre papier où justement on s'est posé la question, mais attends, est-ce qu'il y a une vraie différence, autant de différence entre des grimpeurs novices confirmés? Les grimpeurs confirmés, c'était des grimpeurs qui avaient un niveau jusqu'à 7-8 à bloc. Hein. Du coup, c'était du bon confirmé. Du solide. Après, des grimpeurs qui vont partir en compétition internationale. Eux, par contre, effectivement, on leur a juste fait des tests plusieurs fois. Ils ne sont pas entraînés spécifiquement. Ceux qui se sont entraînés spécifiquement, c'était juste le haut niveau. C'était juste des grimpeurs élites. Voilà, donc ce protocole, en gros, voilà, c'était vraiment des grimpeurs solides parce que l'entraînement, ça consistait à se suspendre à un bras. Il y avait 6 suspensions de mémoire. Si j'ai bien lu le papier, c'était suspension entendue sur une prise un peu ronde en fait, voilà, drague, enfin les doigts un peu ouverts. Une suspension ensuite en semi
donc plutôt comme ça. Une deuxième suspension en semi. Ouais, il me semble Main que ouverte c'était encore. semi-tendu, Et après, c'était semi-tendu. Il me semble. semi-semi, je Je crois. crois que c'était semi-arqué, tendu, semi-arqué, tendu. D'accord. 8 ouais. minutes, 10 minutes Ok. de repos et tu recommences. Et ça fait, du Ouais. coup, tu as 2 sets. Avec 4 minutes entre les suspensions. Ouais, entre pour 3 et 4 récupérer minutes, ouais, minimum, ouais, voilà. pour avoir le temps de récupérer complètement. Donc c'est un protocole vraiment orienté élite parce que tout le monde ne se suspend pas à un bras, quoi, clairement. Voilà. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, c'est assez intéressant parce qu'il s'entraînait, il me semble, 4 semaines. Il me semble, 3 ou 4 semaines, je sais plus. Ouais, ça 4 date. semaines. C'était 4 semaines, hein, ça ouais. date sur papier. Et au final, quand on a refait du coup le test après qu'ils se sont entraînés, c'était pas significatif. Ils avaient progressé en force max, mais pas de façon significative. Pas pour qu'on dise, ok. Pas de façon voilà, extraordinaire. exactement. Ouais, voilà. Au niveau de la force max. Par contre, au niveau de cette capacité à produire une force le plus fort, le plus vite, parce que tu parlais de rate of force development tout à l'heure, là il y avait une énorme différence. Et ça c'est intéressant, ça veut dire que même chez des athlètes de très très haut niveau, on peut les faire progresser très très vite sur certains aspects. Ouais. Par contre, après ça pose la question de la constance. Ouais. Et si d'ailleurs c'est même sûr, ce phénomène de produire de la force rapidement, il n'est pas constant dans le temps. Si on ne l'entretient pas, ça se perd très très vite. Ouais, comme tout ce qui est gain nerveux souvent en fait, Ouais. c'est un peu comme si tu avais une adaptation du système nerveux pendant un moment donné. Et j'ai vraiment l'impression que ce système nerveux, il est tout le temps en mouvement. Ouais. Et qu'il peut être tiré dans une direction plutôt qu'une autre, un peu tout le temps. Donc ça permet vraiment de... Je trouve que c'est un côté prédictif le nerveux au sens où j'ai l'impression que les gens ils réagissent souvent de la même façon. Moi j'ai testé des protocoles avec des potes et on avait tous réagi pareil, c'était ouf, tu vois. Ah ouais, ah non, moi il y a une énorme différence. Énorme. Ouais, toi, d'énormes Énorme. différences. Ah, les Ah, grimpeurs, c'est ils ont hyper du mal. intéressant. Il y a des Ouais. grimpeurs qui ont vachement de mal. Ouais. Maintenant, dans mon activité d'entraîneur, qui ont beaucoup de mal à progresser là-dedans. Et des grimpeurs pour qui c'est quasi inné. Ouais. C'est incroyable. Vraiment, il y a des différences énormes. Ouais. Vraiment. Alors une autre question, on dit qu'une séance de doigts, faut la faire en étant frais, en état de fraîcheur. On lit beaucoup ça sur internet, il y a beaucoup de coachs qui parlent de ça. Comment un athlète il fait pour faire sa séance de doigts en état de fraîcheur quand il se tape 2 séances des doigts et 4 séances de grimpe dans la semaine? Et encore, maintenant, je pense que là, les grimpeurs s'entraînent même plus. Je pense qu'ils s'entraînent encore s'entraînent- plus ouais, que ça. bien sûr. Ouais. En fait, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Enfin, Moi, je t'avoue que ça m'arrive de grimper. Tu vois, genre, je vais grimper 2 heures. Et je vais quand même faire une séance de tirage à un bras après. Tu vois, je vais prendre 10 minutes de pause peut-être après la grimpe, tu vois, pour me remettre un peu, je bouffe un petit truc et tout. Mais je vais remettre un peu de force derrière. Ça m'arrive de faire ça, Moi, ça je m'est fais arrivé l'inverse de tout le faire des doubles séances. Ça m'est arrivé de faire l'inverse, de faire une séance force max d'abord et grimper après. moi, je fais ça. Et au début, j'avais peur de faire ça parce que je me disais, je vais faire ma séance doigts et je vais aller grimper à BO le soir et je vais être une grosse merde. Et en fait, non, tu vois, je faisais ma séance doigts genre le midi et le soir, j'allais à la salle et j'étais encore là, quoi. Ouais, c'était assez impressionnant. C'est ça qui est dur, c'est la grosse problématique qu'on a, nous, entraîneurs en escalade, c'est une activité de force. Si on veut progresser, il faut de la fraîcheur. Moi, je connais des entraîneurs, leurs grimpeurs, ils grimpent quasiment tous les jours pendant 10 jours d'affilée. Ouais. C'est pas du tout ma façon de travailler. C'est comme ça, de toute façon, il y a un truc que j'ai compris, il n'y a pas une seule bonne recette. Hein. Ça dépend de Et l'athlète. puis, ça on dépend est de tous plein de choses. différents On est et tous tous les différents. athlètes sont différents. Exactement. Néanmoins, quand tu veux développer de la force, si tu veux élever tes niveaux de force, il faut de la fraîcheur. Si tu n'as pas de peau, la chair, elle est en vrac. Tu as des poinçons où tu t'as percé il y a 2 jours, tu n'as pas de peau. Et que tu t'es le matin, tu es fatigué, tu t'échauffes, tu sens que tu n'as pas d'influx, que ça ne va pas. Faire une séance de doigts, tu peux pas espérer, et qu'après tu vas dire vas-y je vais faire une séance la veille, le lendemain, puis après je vais refaire du panneau, puis après je vais faire la résie parce que je fais la diff. Tu peux pas espérer. T'es pas dans la force, on est d'accord. Tu travailles d'autres choses. Tu travailles plein d'autres Tu choses. vas travailler d'autres qualités, mais tu vas pas travailler la force, on est d'accord. Tu finiras par te blesser. Enfin, moi c'est pas du tout ma façon de fonctionner. Moi j'aime bien que mes grimpeurs éviter qu'ils soient trop fatigués. Alors moi, parfois il faut beaucoup s'entraîner, hein, attention, hein. Ça dépend du moment de la saison, mais il faut également avoir de la fraîcheur. Arriver et ok, aujourd'hui j'ai de la fraîcheur, j'ai de la peau sur les doigts, et ça la peau j'en reviens parce que c'est quand même quelque chose qui est un vrai problème que nous on a en escalade, hein, sur les nouvelles prises. Et puis tu as des athlètes qui vont pousser plus que d'autres, voilà. il y a des qualités de peau différentes. Et puis on n'est pas égaux. Il y a un vieux bouquin qui s'appelle Manuel d'entraînement de Weineck, Jürgen Weineck. Le pavé là, on en parlait avec l'interview pavé. de Kevin et Hervé Di Domenico, c'est un des premiers bouquins que j'ai lu quand je me suis intéressé à l'entraînement.
Écoute, ça devait être début des années 2000, c'est quand j'ai commencé à bosser, tu vois. Et bah, je me suis dit, je veux progresser, il faut que j'apprenne à m'entraîner. Et je me suis tapé ce putain de pavé, mec. Ah, mais c'est un gros pavé. Et au final, lui, en fait, quand on parle de facteurs de la performance, on parle de facteurs techniques, physiques, technique, tactique, physique, mental. Et lui, en fait, il en rajoute un qui va être le facteur constitutionnel. Ta constitution. Et on n'est pas égaux, en fait. Ouais. Il y a des gens, ils peuvent dormir. Un peu le côté génétique, quoi. Exactement. Ouais. Et puis, il y a des gens, ils dorment 6 heures par nuit. Le lendemain, ils se réveillent. Ils sont comme ça. Ils ont la patate. Et d'autres, ils dorment pas 8h30 par nuit. Ça va pas. C'est fou. Et je le vois, il y a des gens qui ont une hygiène de vie qui est déplorable. Ouais. Même chez des sportifs de niveau et qui sont hyper performants. Ça les rattrape toujours un jour. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, ils ne le subissent pas. Et d'autres athlètes, dès qu'ils font un petit excès au niveau du. Même sans parler de poids, juste au niveau de leur état de forme. Juste pour le bien-être en général, en fait, ça va jouer, quoi. Mais bien sûr, on n'est pas égaux par rapport à ça. Ouais. Et bilan, pour en revenir à ma question, 4 séances de grimpe, 2 séances de doigts, comment c'était organisé pour qu'ils puissent faire ces séances dans un état le plus frais possible Tu faisais doigts le matin, tu grimpais l'après-midi. Après un jour de repos, j'imagine. Après un jour de repos, bien sûr, là, du coup, tu étais frais. Puis après, tu regrimpais le surlendemain, puis tu regrimpais, tu avais un jour de repos et tu recommençais une séance de doigts, etc. Ouais. Je voulais aborder un peu le sujet surcompensation, je m'explique. Donc ce papier, il date de 2017, donc ça date, on est en 2025. Déjà. Mais j'ai vu que l'étude de 2017, donc sur que les grimpeurs élites avec ce protocole de suspension à un bras, il avait été fait sur 4 semaines. Avec des tests toutes les semaines. On pourra parler de la deuxième étude de ta thèse qui s'est faite sur plusieurs mois, elle par contre plus tard. Ma question, elle est un peu liée à la notion de surcompensation, je m'explique. Certains coachs me disaient, tu fais ton cycle, tu fais ton cycle de doigts pendant 4 semaines, mais tu auras récupéré de ce cycle plusieurs semaines après la fin de ces 4 semaines. Voilà. Et bien, je me suis posé la question, pourquoi vous n'avez pas refait un test, genre un mois après ces 4 semaines de travail, tu vois? Parce que tu bosses avec du haut niveau. Ouais. Qu'ils partent en Coupe du Monde. Qui sont pas dispo. Et que ça pue du cul. C'est hyper complexe. Déjà, rien d'avoir pu avoir un échantillon assez conséquent, c'était une chance inespérée. Ouais. Mais si je disais aux entraîneurs nationaux, écoutez, là, il ne faut pas qu'ils fassent de cycle pendant un mois. Il faut qu'ils aient de la fraîcheur pour que je puisse en faire des tests, c'était impossible. Ouais, bien sûr, j'imagine. Ouais. Et est-ce que tu penses que ça aurait pu changer les résultats sur la force max doigt? C'est sûr qu'il y aurait des évolutions. Je ne sais pas dans quel sens. J'ai mes équipements. C'est sûr qu'il y aurait des choses à voir, c'est sûr, mais c'était pas possible. Ouais. Impossible. Mais voilà, bilan, n'hésitez pas à retenir que il y a des temps de surcompensation qui sont différents. On a des notions de surcompensation à la séance. Sur de la force max, souvent, ça va être au moins 7 jours après. Sur d'autres types de séances, si on fait du statodynamique ou autre, ça va être des temps de surcompensation beaucoup plus rapides. Voilà. Mais il y a des temps de surcompensation après des cycles. Ce qu'on va appeler un cycle, c'est quand tu fais plusieurs fois l'entraînement par semaine. Les effets médias, effets retardés. Exactement, voilà. Et tu peux avoir des effets retardés, parfois plusieurs semaines à la fin d'un cycle. Voilà. Et je trouve que c'est important d'en avoir conscience parce qu'un amateur qui s'entraîne, qui va se faire un cycle de doigts, il va avoir un petit gain au début, et puis après, il y a un espèce de plafond, un espèce de mur de verre là, qui arrive en fin de cycle. Tu as accumulé de la fatigue, donc tu es fatigué. Quoi. De toute façon, voilà, il n'y a pas à chier, tu es fatigué. Et des fois, il y en a qui peuvent un peu se démotiver parce qu'ils se disent « Putain, mais à la fin de mes 4 semaines, j'ai pas progressé. » Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas explosé mes niveaux à la fin de ces 4 semaines. J'ai fait de la merde. Allez, stop, quoi, tu vois. Ouais. Et on en parlait avec Kevin et Hervé. Et en fait, il faut vraiment comprendre que l'entraînement, c'est pas de la consommation au sens où, alors après tu me corriges parce que moi je suis pas l'expert en entraînement, c'est toi, mais il faut pas se dire que je fais un programme et au bout des 4 semaines c'est magique, j'ai muté et ça va. L'entraînement, je trouve qu'il faut que ça s'inscrive un petit peu dans la durée. Et quand je parle de durée, il faut pas avoir peur de s'inscrire sur une durée de 6 mois, 1 an, voire au-delà. Avec tout ce rythme de vie qui change, avec tous les réseaux sociaux et compagnie, c'est vrai que tout va très vite, tout va de plus en plus vite. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à prendre le temps, réapprendre peut-être à prendre le temps et à avoir conscience de ça, que si tu arrives à être régulier, si tu arrives à rester motivé, plus longtemps tu resteras motivé, plus longtemps tu vas t'entraîner. Tu auras des hauts, tu auras des bas,
la vie, elle est faite comme ça. Mais ça paie toujours. Que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans le travail. Je pense que quand tu as fait tes débuts de travail de recherche, quand tu disais je suis curieux, machin, j'ai plein de trucs à apprendre, tu as dû avoir des périodes où t'en avais ras la gueule, tu vois, et c'était compliqué. C'était l'enfer. Voilà, ouais. Et voilà, voir sur le long terme, je trouve que c'est important en fait. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, on est vraiment dans ce tout de suite dans notre société. Et si tu veux faire du haut niveau, même sans faire du haut niveau, si tu veux faire des blocs durs pour toi, si tu as un niveau 6A que tu veux faire un 7A, si tu as un niveau 7A que tu veux faire un 8A, si tu as un niveau 8A que tu veux faire un 8C, j'en sais rien, ça sera long. Il faut accepter. En tout cas, si c'est pas long et que tu l'as tout de suite comme ça, il y a de grandes chances que tu te blesses vite. Ouais. Ouais. Et effectivement, quand tu fais des doigts, c'est pas avec un cycle de doigts que tu vas devenir un avion de chasse en tenue de prise. Hein. Ça vient avec le temps. Puis après, tu retournes en forêt et puis tu te fais un petit bobo. Tu as un peu mal au doigt. Bah, du coup, tu repères. C'est les aléas de la vie, quoi. Il faut être patient. Il faut être patient. Mais par contre, il y a un truc que moi, j'ai vu dans ma propre vie et que je le vois chez mes athlètes, c'est que le travail, ça paye toujours. Toujours. Et j'ai vu des athlètes, franchement, j'ai des athlètes que j'ai en tête, là, notamment une, mais elle arrive à faire des bonnes demi de Coupe du Monde en diff. Mais c'était pas la plus talentueuse. Par contre, c'est une énorme besogneuse. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Voilà, pas éviter à investir du temps. Moi, je l'ai vu dans ma vie perso. Le travail, tu vois, mon bac, je l'ai. Je te promets, j'avais la moyenne dans 4 notes. J'avais la moyenne en sport, en maths, en physique, en bio. Et c'est tout, quoi. Ouais. Et à l'époque, je bossais pas du tout. J'ai pas grandi dans une famille où c'était orienté culture, sur les études et tout, tu vois. En bac, je crois que j'ai eu 4 en anglais au bac. Ouais, franchement. J'avais parié avec une copine que j'aurais 5. Bonjour. Voilà. Bonjour. Et bilan, pareil, tu vois, la vie m'a amené sur ces chemins où maintenant je parle anglais et maintenant je fais plein d'autres choses et en restant curieux, on arrive à faire plein de choses, c'est cool. J'ai doublé mon bac et j'ai fait une thèse. Et je pense que tu es un des meilleurs coachs maintenant en France, si ce n'est au-delà, tu vois. Ah, quand même. Il y a plein des non, mais il y en a plein des très très bons, tu vois. Voilà, Rémi pareil, Nico pareil, mais il n'empêche que je trouve que vous transmettez une énergie, tu vois, une passion qui fait que oui, il y a quelque chose en fait, tu vois. Voilà. Bon. J'avais mis une question, c'était et les jambes dans tout ça? Ah là là, bien. Mais en fait, si tu dois prioriser, parce que tu ne veux pas tout faire, c'est sûr, tu as on va dire les qualités prioritaires, les qualités secondaires. Je dirais que les jambes font partie des qualités secondaires, mais c'est important qu'on n'en fait pas. Ouais. C'est hyper important. D'ailleurs, les plus grosses blessures en escalade, ça va être doigts, coudes, épaules, genoux. Ouais. Genoux en bloc, notamment les blocs où on met tu mets des, tu vois, les blocs sont un peu bizarres, tu mets les pieds hauts, tu mets des espèces de loques, voilà, exactement. Ouais. Il y a beaucoup de ménisques, ligaments collatéraux, de croisés, des poplités, déchirures du poplité, très très régulier. Le poplité, c'est le creux qui est derrière le genou ici en fait. Voilà. Et du coup, c'est les jambes, je les travaille, mais effectivement, on va dire que c'est moins prioritaire, mais bien sûr, c'est quelque chose qui est important. Et bilan, c'est des cycles un peu dédiés aux jambes, c'est des moments où tes athlètes, ils vont genre faire un peu de vitesse, l'histoire de travailler cette explosivité. C'est de la plio un peu plus classique, c'est un travail de force avant de la plio avec du squat ou de la muscu un peu classique. Comment tu l'as travaillé avec tes athlètes? Ça va dépendre du moment de la saison, ça va dépendre des athlètes, s'ils font du bloc, s'ils font de la diff, s'ils font de l'extérieur, ça dépend vraiment en fait. Moi je pars toujours de ma situation de référence. Ok, c'est une voie très dure, c'est une compétition de diff, c'est un bloc très dur, c'est une compétition de bloc. Et après, est-ce qu'il a besoin de tirer fort sur un talon? Est-ce qu'il a besoin de tirer fort sur une pointe, etc. Et bilan, tu vas orienter vraiment sur l'axe. Par exemple, pour donner un exemple concret, un grimpeur de bloc, il va devoir développer, en forêt notamment, il va devoir développer une force en ischio-jambier pour mettre des talons très 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 élevés. Du coup, on pourrait se dire qu'en diff beaucoup moins, bah pas du tout. Le grimpeur de diff, il va tirer fort dessus et longtemps. Ouais, d'accord. Longtemps, il va se descendre parce qu'il met un talon, 2 talons, 3 talons. Il est comme ça le grimpeur de diff, du coup il tire encore plus fort. Il a ces moments où il doit se refaire un peu, où il va être quasiment sur les jambes aussi. Exactement. Du coup, c'est une qualité que je vais travailler et je vais passer soit par des exercices très analytiques, classiques de musculation, des squats. Il y a plein d'exercices, plein de déclinaisons possibles pour travailler quadriceps, ischio, plein de trucs, des choses comme ça. Et après, tu peux le travailler effectivement plus en orienté. Tu peux le travailler effectivement soit tout le temps en mettant des petits rappels à l'échauffe. Ça va dépendre du moment de la saison. Ouais.
Allez, alors, on voit beaucoup de nouvelles méthodes qui sont apparues, puisque tes papiers, tu les as fait entre 2017 et 2019 à peu près. Là, en ce moment, aussi avec l'émergence de Lattice et compagnie, il y a un truc qui est à la mode, c'est le no-hang, hein, où on soulève des charges en tenant un outil à la main. Toi, tu l'utilises avec tes athlètes. Ouais, déjà, première question, est-ce que toi, tu utilises ça avec tes athlètes? Et oui, ça peut m'utiliser, ça m'arrive. En fait, l'avantage de cet exercice-là, c'est que tu vas te focaliser sur les doigts uniquement. Du coup, ça marche bien en développement de force, mais surtout, ça marche très bien en réhab. En prévention de blessures, c'est hyper mal. Tu peux te cibler exactement sur quoi tu vas aller. Si tu as un membre lésé, un doigt lésé, tu peux faire vraiment du doigt par doigt. Moi, j'ai fait ça pendant qu'on a réparé ma poulie avec Juan et Nico, là. Je faisais ça avec les autres doigts, tu vois, pour garder. Et en réhab, pour recharger l'index petit, en mettant plus tri plutôt que 4, tu vois, pour focuser un peu l'index. Et en le prenant un peu plus d'un côté que de l'autre, pour que ça focus un peu l'index. Tu peux faire des excentriques contrôlés pour vraiment traiter la mise en charge. Et en mettant pas le facteur limitant de l'épaule. Parce qu'en fait, quand tu suspends sur une prise, il y a plein de gens qui disent regarde, je me suspends pas sur une prise, c'est parce que j'ai pas assez de force dans les doigts. Mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est qu'ils n'ont pas assez de stabilité au niveau de l'épaule. Moi, je lâche souvent parce que mes épaules lâchent. Voilà, parce que tu sens que en fait, tu es aussi fort que ton maillon de la chaîne le plus faible. Du coup, si tu n'as pas de stabilité au niveau de ton épaule, au niveau de ta force de ta scapula, ben, tu peux être appareil, tu n'arriveras pas à te suspendre un bras. J'ai des copains, j'ai un copain, là, un Grenoblois, là, qui ont fait la falaise, et qui j'étais en trek tout l'été. Il tient bien les prises. Vraiment, tu sens qu'il grimpe bien, mais il ne suspend pas sur une grosse lâche. Je lui dis, mais tu ne te suspends pas là-dessus, t'es éclaté, mec. Et en fait, tu lui mets un mini pied, tu sens, et il est vaché, quoi. Mais juste parce qu'en fait, il a un plus une difficulté de fixation au niveau de l'épaule. Ouais. Certains entraîneurs, ils prônent l'entraînement au plus près de l'activité. Je vais sortir là, cette interview avec Kevin et Hervé tout bientôt. Kevin Arc et Hervé Di Domenico, leur mot d'ordre, c'est un petit peu, voilà, faut travailler sur des prises plutôt que sur des barres, etc. Ils avancent plusieurs arguments, notamment la position de la main et du poignet, tu vois, quand tu veux travailler la force doigt, ou si tu es sur une barre, bah, le poignet il est vite sous la barre, alors que si je suis, ne serait-ce que sur un gros bac, tu vois, le poignet ne va pas être placé de la même façon. Pareil sur la position du pouce. Est-ce que je dois utiliser ou pas mon pouce quand je grimpe, quand je m'entraîne? Toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Oh, la question relou. Non, en vrai, c'est hyper intéressant. En fait, ça va dépendre, mais plus ça va et plus je dirais que plus j'essaie j'ai une approche très écologique de l'activité. Vraiment, j'essaie vraiment. Tu veux être fort en escalade, il faut que tu grimpes. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Je rajoute beaucoup d'exercices de prévention de blessures analytiques. Ça, c'est sûr. Parfois, je cible très fort sur des rappels de force. Je veux développer des forces de bras, bah, je cible très fort sur des bras. Et ça peut être une barre ou un bac. Voilà. Mais quand même, je fais partie des gens qui prônent l'escalade. Tu veux être fort dehors, bah, tu ne tiens pas les prises, tu dis ah, j'ai envie de progresser en doigts, bah, va serrer dans un léger dévers, si tu es sûr de ne pas te blesser en tout cas, si tu as les doigts qui sont prêts, va serrer des mini prises, des mini croûtes en Fontainebleau, et tu vas beaucoup plus vite progresser en doigts que si tu suspends un bras comme ça, de façon athlétique. Ça dépend ce que tu veux travailler. Bah, en fait, je trouve qu'en forêt, tu as cette richesse de texture de rocher qui fait que ta main, elle va être sujet à plein de formes de prises différentes. On parle de Fontainebleau, mais ça peut être aussi en falaise. Ouais, ça peut être en falaise, bien sûr, partout, n'importe quel. Mais le rocher en général, je trouve, va te proposer plus de formes de prises que si je vais tirer sur de la résine dans une salle et tout. Bien sûr. Je dis pas qu'il faut pas faire de la salle. Moi, j'en fais beaucoup de la salle et on en fait beaucoup. Et la salle, c'est génial. Quand on regarde mes athlètes, ils font beaucoup de salles. Voilà. Parce que le travail énergétique en salle, en termes de puissance, en termes de le côté athlétique, etc., bah voilà, en salle, c'est complètement différent en forêt, sauf si tu vas vraiment dans des trucs extrêmement en forêt. Mais cette richesse de sensations, quand tu vois, je travaillais un petit 7A ce week-end avec Berry, elle m'a montré un truc nouveau au 91.1 là. Et ben les prises, elles étaient un peu cheloues, tu vois, donc tu poses ta main, mais il faut que l'index il soit un peu posé différemment et tout. C'est un peu le feeling de grimpe, c'est l'instinct, c'est des choses. Ouais, voilà, ça développe vraiment des choses de ouf.
et la cohésion entre pieds et mains, tu vois. Ouais, bien sûr. Toute cette cohérence entre le bassin, le placement du bassin, le petit griffé de pied, la petite prise qui fuit un peu, tu vois, parce que c'est pas ta prise de résine que tu as en salle que tu vas griffer comme un porc, tu vois. Non, Mais des fois, c'est des petites adhérences, des petits trucs un peu subtils. Et c'est vrai que le rocher, ouais, ça développe pour t'apprendre à un grimper, bagage technique de incroyable. dingue. Incroyable. Tu veux être un très très bon grimpeur, jeune et même senior, va beaucoup en forêt, beaucoup en falaise, sur plein de falaises différentes, et tu seras un bon grimpeur. Après, effectivement, nécessairement, tu veux faire du haut niveau, tu passeras par la salle. Je vois pas que, enfin, c'est sûr. Tu passeras par l'entraînement, tu t'entraîneras en salle, tu iras faire du panneau, tu iras faire. Enfin, c'est sûr. Et puis la finalité du haut niveau, ça va plus être les compétitions. Bien sûr. Et les compétitions, c'est sur la résine, quoi, de toute façon. C'est sur la résine, tu es contraint dans une voie très particulière, avec 6 minutes pour essayer de réussir ta voie. C'est pas du tout comme une voie en falaise, tu es dans du à vue, du coup tu as une notion de dimension de lecture, de réorganisation, enfin, c'est très différent. Ouais. Mais du coup, ouais, pour répondre à ta question, je suis plutôt un entraîneur qui va essayer de travailler proche de mon activité et qui va sortir un petit peu de la musculation traditionnelle, même si j'en fais quand même. Les JO en 2028, Ouais. t'as des athlètes qui vont s'entraîner pour les JO, forcément. Bien sûr. J'imagine En fait, Sam, forcément. La question qui va peut-être. la vraie question qui va se poser, c'est la formule qui va être proposée. Elle n'est pas encore officielle. Alors, c'est pas officiel, il n'y a rien d'officiel. Hein. Ok. Il y a des gens, beaucoup. En tout cas, ça tend à être une discipline sèche. Du coup, un en bloc, un en les vitesse. rumeurs en ce moment, c'est 3 disciplines, mais moins d'athlètes dans chacune des disciplines. Voilà. Mais oui, on devrait savoir dans pas très longtemps. Normalement. Nico m'a dit récemment que ça devrait se décanter bientôt et qu'on devrait savoir. Et il serait temps, parce qu'en fait, ça va changer beaucoup de choses. Bah ouais, carrément. Des stratégies. Ouais, c'est clair. Les athlètes, oui, tu vois, il y a Sam qui va effectivement, je pense, jouer sur les deux tableaux. J'ai Arthur qui va en bloc, j'ai Jordi en diff et j'ai Victor Guillermin, un petit jeune qui a gagné sélectif là. Qui va jouer. C'est chaud patate pour. Victor Jordi, franchement, ouais, ça va. Ouais, c'est cool. Ça va. C'est cool. Bah ouais, parce que forcément, c'est pas les mêmes athlètes qui vont être capables de perfer en bloc et en diff, puisque la vitesse, c'est déjà un sport à part maintenant au JO. C'est en 2024. C'est des médailles différentes. Donc c'est déjà un entraînement focus vitesse, et ça, c'est très très bien. Mais un jeune qui doit s'entraîner en bloc et en diff et perfer dans les deux le même jour, je trouve qu'en entraînement, c'est compliqué quand même. Enfin, c'est plus complexe. En tout cas, je pense que génétiquement, ça ne demande pas forcément les mêmes qualités que si tu dois perfer qu'en bloc ou qu'en diff. En fait, c'est deux sports vraiment qui demandent des... Alors, il y a des qualités transversales, mais il y a également des qualités très propres à chaque activité. Du coup... Et même à l'international, tu vois, je suis sûr que je pense qu'on ne verra pas les mêmes athlètes. S'ils splitent les 3 disciplines, bah, je pense qu'on va peut-être pas avoir les mêmes têtes au JO 2028. Alors ça dépend. En fait, la question c'est comment les autres nations ont progressé, quels sont les athlètes qui vont sortir du lot. Mais globalement, si on prend une Yania, c'est prête à parler. Elle sera toujours là, on va pas se mentir. Mais quand même, hein, les Toby, Gisca Pils, Jacob, s'il continue, je ne sais pas s'il va continuer sa carrière sportive, en tout cas en compétition. Il aura bientôt 40 ans en 2028, je crois. Mais il est robuste. Hein. Mais il est chaud. Il est solide. T'as regardé ses stats en diff? Ses stats en diff, il a... alors il me semble, en Coupe du Monde, il a fait 85 ou 86 Coupes du Monde. Il est allé genre 84 fois en demi, 77 fois en finale et il a gagné quasiment 40. Enfin, du coup, tu peux te dire sur des stats bêtes et méchantes, quand ce mec-là vient, tu peux être sûr qu'il sera en finale et qu'il y a des chances de faire un podium. Tu vois. C'est clair. Incroyable. Parce que lui, il a quasiment 35 ans, je crois, maintenant, un truc comme ça. Un petit peu moins, mais je crois pas loin, il me semble qu'il n'est pas tout jeune. Hein. Peut-être 33 ou 32, je sais plus, mais effectivement, incroyable, vraiment incroyable. C'est vraiment il fait partie de ces athlètes hors normes. Parce que si je regardais, tu vois, c'est mon côté stateux forcément, mais tu vois, au JO, j'ai regardé l'âge des concurrentes qui ont participé à la finale, donc bloc diff au JO, et en fait, je me suis étonné parce que Oriane, c'était limite la plus jeune, tu vois, moins de 20 ans. Les autres, elles avaient vite 23-24 ans, tu vois. C'est énorme, 5 ans. C'est énorme, 5 ans, je trouve, tu vois, entre des concurrents. Et je me suis dit, c'est cool, parce que bilan en 2028, voilà, elle a encore tout à faire, quoi. C'est ça qui est fou, et je pense qu'une activité où tu peux devenir très très vite très fort, et surtout où tu peux durer très longtemps, très fort longtemps. Et je ne serais pas étonné d'avoir des champions olympiques qui auront 30 ans. Pas du tout.
C'est incroyable. Et qui continueront, surtout après, si on ne parle même pas de compète, mais on parle d'extérieur. Mais tu peux faire tes meilleures paires de ta vie jusqu'à 45 ans. J'ai pas de doute là-dessus. Bah, il y a eu un post récemment sur Laurent Darlot, tu vois. Ah oui, ouais, il a 60 ans et tu vois, là, il se fait un 8 à bloc par an, quoi. Tu vois. Voilà, comme quoi. C'est ouf. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. On est de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Ça fait vraiment très, très plaisir et je vous en remercie. Sur ce, bonne grimpe et bon entraînement.